Bonjour et bienvenue dans le podcast de Dramatic Balgobin. Aujourd'hui, je reçois un ami, un confrère belge et un mentor, un mec que j'adore et qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Yves Vauthier. Salut Yves. Salut David, tu vas bien? Ravi de te recevoir sur ce podcast. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que tu es archi booké. Donc je te remercie parce que pour moi, c'était hyper important de t'interviewer parce qu'il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la psychologie énergétique parce que tu baignes dedans un peu comme une deuxième Mhm. nature. Et dans un autre podcast, on parlera du trauma, du psychotrauma auquel tu es un expert. Donc aujourd'hui, ça va être psychologie énergétique. Psychologie énergétique, ça veut dire quoi, Yves? Et déjà, je sais même pas si je t'ai demandé comment tu vas, mais comment ça va? Oui, je vais bien, je vais bien. Je suis au Maroc là pour le moment. Ma foi, tu dois avoir un beau temps. Ici, il fait pas très très beau en France, hein. Oui, on est à 20, 24, 25 degrés là pour l'instant, donc c'est cool. Du coup, la première question, Yves, c'est est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'est quoi la psychologie énergétique en fait? Oui, donc dans les années 80, il y a eu un psychiatre, je pense australien de mémoire, qui s'appelait John Diamond, qui s'est intéressé aux approches orientales et donc qui a décidé de voir comment on pouvait intégrer les approches occidentales avec les approches orientales. Ça, c'est la base. Et donc, il s'est aussi intéressé aux travaux de John Goodhart, qui était le concepteur de la kinésiologie appliquée. Donc, ça, c'était plutôt les aspects biomécaniques. Et donc, il a essayé de mêler un petit peu les deux. Et suite à ça, plusieurs psys, notamment américains, donc notamment une personne qui a inventé ce qu'on appelle la thérapie du champ mental, Todd's Field Therapy, a décidé d'essayer aussi d'accompagner l'accompagnement conversationnel habituel par de la simulation de points d'acupression. Donc, on s'est intéressé aux points d'acupression principalement. Pourquoi? Mais parce qu'il existait pas mal de recherches, d'études universitaires sur l'activation des points d'acupression en médecine traditionnelle chinoise. Et on sait exactement ce qui se passe. Par Mmh. exemple, RIMAP, Steve Reed, c'est un des outils. Il a choisi des points spécialement parce qu'il y avait des études universitaires sur leur efficacité et qui démontrait l'accompagnement psy indépendamment de l'accompagnement physiologique. Donc, c'est un courant qui a des bases universitaires, des bases de recherche. Évidemment, on ne le sait pas beaucoup. Quand j'ai démarré ces outils, on est au début des années 2000, il y avait 6 études publiées. Maintenant, la psychologie énergétique fait partie des 10% de courants où il y a le plus d'études publiées. On a dépassé les 200, dont notamment des études en imagerie cérébrale. Donc, on voit vraiment l'action de la stimulation des points sur le cerveau. On voit vraiment des zones activées par le manque, par exemple, tout ce qui est addiction. On voit les zones qui s'éteignent par la stimulation des points. Donc, c'est notamment le docteur Peter Stapleton avec la Bond University. Donc, on n'est plus du tout dans le même champ que quand j'ai démarré, où effectivement, on pouvait imaginer que c'était un peu des hou-hou. Alors, Maman? c'est en partie à cause du terme. Le terme psychologie énergétique, c'est un de mes copains, enfin, Fred Gallo, qui était aussi un de mes profs aux États-Unis, qui a inventé ce terme. Alors, c'est un terme qui à la fois était génial parce que ça expliquait qu'on travaillait sur le champ énergétique, mais à la fois l'énergie, ça veut tout et rien dire. Et donc, c'est aussi un terme malheureux parce que ça donnait l'impression que c'était un peu quelque chose de New Age, alors que c'est pas ça du tout. Hein, on est vraiment dans une technique qui va travailler sur le déconditionnement. Donc, c'est plutôt les travaux d'un certain Wolpe, qui est très connu dans le déconditionnement. Et on va reconditionner. Donc, on a observé avec les études qu'on travaille sur du déconditionnement et deux, on va travailler aussi sur tout le système vagal, notamment. Alors, on rejoint la théorie polyvagale qui est pas complètement exacte. Hein, il y a encore des études sur le sujet, mais on rejoint un petit peu les neurosciences et donc comment fonctionne notre cerveau émotionnel, comment fonctionnent les aires du cerveau, comment on peut désactiver ces aires. Et c'est d'ailleurs pour ça que actuellement, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui elles sont beaucoup plus illustrées, elles commencent à intégrer ces pratiques dans un champ qu'ils appellent les thérapies TCC de troisième voire de quatrième vague, qu'ils appellent les techniques somatocognitives ou les approches BMSA, c'est Bifocal Multisensory Activation. Donc l'idée, c'est que on focalise sur plusieurs choses en même temps et que ça provoque effectivement un déconditionnement et un retraitement de l'information. Le MDR fait partie du même courant, par exemple. Ils ont inclus le MDR dans ces courants-là pour expliquer comment ça fonctionne. Et de fait,
je veux dire, les études, les recherches démontrent ça. Voilà. Comme ça, tu as une petite idée un petit peu de l'évolution. Euh, et moi, personnellement, comment j'ai trouvé ça? Mais parce qu'avec Brigitte Ansoul, avec qui j'avais co-créé à l'époque une école de formation en psychothérapie qui s'appelait Thérapeutia, qui maintenant n'est plus Thérapeutia. Euh, donc, on avait fait les formations en EFT, donc c'est les thérapies de libération émotionnelle, c'est au pluriel, les techniques de libération émotionnelle, et puis on n'avait pas d'explication clinique. C'est-à-dire que on observait qu'avec certains patients ça fonctionnait et avec d'autres ça fonctionnait pas. Donc on s'est dit tiens, là il y a un bug. Euh, Peut-être qu'on n'a pas eu la formation suffisamment poussée. Donc moi je l'ai refait 5 fois cette formation en Belgique, en France, avec des Américains en France et puis aux États-Unis, etc. Et on n'avait pas d'explication clinique. Donc on a créé l'EFT clinique, hein, Brigitte et moi-même. Et on a inclus les approches de type EMDR, justement le ciblage par exemple. Et après, on a trouvé d'autres techniques qu'on a développées peu à peu pour expliquer comment ça fonctionne. Et donc, c'était effectivement pour pouvoir s'occuper des traumas simples, mais aussi des traumas complexes et puis des blessures d'attachement. Donc ça, c'est un petit peu l'évolution. Et c'est adjoint à ça, même maintenant, même les égostés, donc les thérapies des états du moi, c'est vraiment les sous-personnalités, ce qui vient toucher à l'attachement, parce que c'est aussi évidemment une des bases de sécurité. En gros, il y a des grilles de lecture. Il faut comprendre que ces grilles de lecture se superposent, et puis ça nous permet de trouver le chemin pour telle ou telle personne. Et chaque personne est différente, chaque personne a une histoire différente, et donc on doit avoir des grilles de lecture qui nous permettent de pouvoir accompagner la personne efficacement. Mais c'est pas une recette toute faite, c'est pas un protocole unique. Si on a une seule modalité d'approche thérapeutique, ça peut pas fonctionner parce que l'individu, il est unique et, et forcément on doit pouvoir s'adapter. C'est au thérapeute à s'adapter, c'est pas le patient qui doit rentrer dans le cadre ou dans le moule du thérapeute. Le thérapeute doit trouver des voies et moyens pour pouvoir accompagner la personne, si tu veux, de la façon la plus efficace. Ça, c'est un petit peu l'idée générale, quoi. Et moi, je me souviens, j'avais fait ma première formation en EFT. Ben là, j'ai 34, j'ai dû la faire à 18 ans, tu vois. Quand j'avais 17-18 ans, j'avais Oui, fait avec l'IFPEC, oui, l'Institut de Jean-Michel Guret. Mais j'avais oui, fait une fois et je pense que j'étais trop jeune et que j'avais à peine pratiqué, tu vois. Et puis ça a coûté enfin voilà, c'était pas non plus très accessible après pour un petit jeune comme moi, parce que surtout je oui, travaille pas. Donc j'avais déjà mis le pied dedans. Mais disons qu'en fait, pendant mes études, après mes études de psycho, c'est surtout que ça a jamais été abordé. Et puis c'était surtout aussi décrit de par ce que tu disais, la psychologie énergétique. Énergétique, ça fait penser à mysticisme. Tu vois, on a oui, mysticisme, spiritualité, ouais, c'est ça. Et donc, derrière, associé à ça, c'est du charlatanisme, c'est des gens qui n'y connaissent rien, c'est des gens qui sont pas du tout scientifiques. Et donc, je voulais un peu que tu viennes ici pour rétablir un peu les bases, tu vois. C'est-à-dire, oui. non, là, tu parlais de plus de 200 études scientifiques. C'est Oui. énorme sur le sujet. Et du coup, la psychologie énergétique, elle peut. Donc, c'est quoi l'essence, la base même, en fait? Alors, à l'origine, donc les John Diamond et puis après les différents psys qui ont travaillé sur le sujet se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut allier les connaissances asiatiques ou orientales, Mm. extrême orientales, avec les connaissances occidentales? Mm. Et donc, ils ont observé effectivement qu'en stimulant des points d'acupression, mais certains outils de travail aussi sur les chakras, par exemple, qui est une notion plus ayurvédique, hein, c'est plus hindou. Mm. Bon, ça, c'est encore un peu moins connu chez nous. Ça fait un Ouais, petit bien peu sûr. bizarre. Ou Ouais. sur ce qu'on appelle le biochamp. Donc, moi, je me suis vraiment intéressé le plus possible aux techniques qui travaillaient sur les méridiens. Bon, d'abord parce que je fais des arts martiaux et évidemment, ça m'intéressait. Ouais. La Chine, le Japon, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais. Et puis après, bon, les chakras aussi, je me suis intéressé, mais c'est surtout les méridiens, parce que c'est au niveau des méridiens qu'il existe vraiment une tonne, mais une tonne de recherches et d'études publiées, et pas dans des revues du magasin du coin, hein, c'est pas le café du commerce, c'est vraiment des revues bien connues sur le terrain, et donc terrain scientifique. Et donc voilà, donc ça c'est là-bas. Alors comment ça fonctionne? C'est principalement du déconditionnement. Même si on parle de système énergétique. Qu'est-ce que tu appelles, moi Alors, moi, tu vois, le on- on- déconditionnement, ouais. quand j'ai ouais, Eh ben, comment tu le nommes ça? C'est quoi? Ça veut dire eh quoi? ben, par exemple, je vais te dire, pense un peu à ta première copine. Ouais, OK, c'est bon. Ok, ok. Tu as vu, tu as eu un grand sourire tout de suite. Ça, c'est un conditionnement. Bon. Maintenant, si je te dis, pense un peu à une musique particulière, peut-être que tu as associée à ta première copine, Ah, ouais, ben, ouais. eh ben, c'est un conditionnement
bon, ici positif parce que tu souris. Si je t'avais vu tirer la tête, c'est un conditionnement négatif. Donc, exemple, si tu as une rupture sur une, je sais pas moi, une chanson de Laurent Voulzy, Heu, ouais, ou je sais pas OK, moi, ou de Cabrel, je sais pas, le pouvoir des fleurs ou un truc du style, ou la maison du pêcheur, là, de Cabrel, bah, OK. tu vas avoir ton moral qui va tomber dans les chaussettes. En gros, ce sont les expériences qu'on a fait avec le chien et la gamelle, hein, c'est les expériences les plus connues, donc, où on donnait une gamelle à un chien, et puis le chien évidemment est tout content, il agite sa queue et il commence à baver. On associe des expériences de Pavlov, on associe une sonnerie, et à un moment donné on fait juste sonner, et le chien commence à baver, à s'agiter, parce qu'il s'est dit, ah, sonnerie égale bouffe, égale super, je vais manger, donc il est tout content. Donc c'est du conditionnement. Donc l'être humain, c'est un être de conditionnement. Il peut être positif ou négatif. Et donc, quand on stimule des points d'acupression, ce qu'on observe, c'est que on- quand on est dans un réseau de mémoire, on active le système sympathique. Si c'est positif, ben, c'est plutôt des hormones positives, hein, de bien-être, donc des endorphines, de la dopamine, etc. Mais si on stimule des réseaux de souvenirs qui sont difficiles, on va activer une réponse de stress, c'est-à-dire qu'on va avoir une montée de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline. Pourquoi? Parce que le corps pense et notre tête pense que nous sommes en danger, et donc ça va nous donner les moyens de la survie. Donc notre corps, notre cœur va s'accélérer pour qu'on puisse respirer plus vite et surtout transporter plus vite de l'oxygène aux muscles pour pouvoir se battre ou s'enfuir. Hein, c'est le réflexe qu'on appelle fight, flight. Et Mmh. puis, la troisième partie, c'est freeze. Quand je peux ni attaquer ni fuir, mon système se paralyse pour faire croire qu'on est mort. D'accord? C'est vraiment une base. Donc, par exemple, le visage va se figer. Ça va provoquer chez l'humain des tensions dans les mâchoires, du bruxisme, par exemple. Hein, la nuit, on a des tensions dans les dents. Des migraines, des maux de tête réguliers parce que le visage est complètement figé. Donc, ça, c'est quand on ne peut pas fuir. Donc, quand on stimule des points d'acupression, eh bien, on a observé que on active le système parasympathique. Donc, c'est un peu comme si j'appuyais sur le frein là où ma mémoire active l'accélérateur. Donc, si vous faites l'expérience avec une voiture, ben, le moteur va peut-être hurler, mais vous allez ralentir. Et à un moment donné, on peut arrêter la voiture. Donc, si on travaille suffisamment, on peut vraiment déconditionner, c'est-à-dire stopper l'association qui a été faite au niveau des mémoires traumatiques, en l'occurrence, entre A plus B qui donne C, par exemple. En Donc, on fait, tu vois, casse. excuse-moi, je me permets, mais tu vois, moi, je travaille avec un praticien en shiatsu et Oui, un praticien en médecine traditionnelle chinoise. oui, très Et bien. en fait, tu vois, dans l'accompagnement thérapeutique, en fait, en fonction des problématiques, enfin, déjà, la plupart des gens, je les envoie voir mon collègue en shiatsu. En fait, je fais une bithérapie où, en gros, moi, je travaille sur le plan psychologique, et eux travaillent sur le plan, enfin, et en tout cas, mon collègue travaille sur le plan entre guillemets physique, hein, mais c'est lié Oui, oui. avec le shiatsu. Et en fait, on a des résultats hyper intéressants, tu vois? Alors, bah, écoute, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Hein. Donc, bon, moi, j'ai fait la formation chez Shiatsu, mais il y a longtemps, mais je le pratique pas Mmh, parce que mmh. on va dire, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Mais par contre, je renvoie la même chose, mes patients. Je dis, tiens, voilà, tel méridien, on l'air assez impacté parce qu'ils sont en lien avec des émotions, ils sont en lien avec des organes, ils sont en lien avec des sensations dans le corps. Et donc, je renvoie faire du Shiatsu, par exemple, comme accompagnement entre les sessions Ouais, exactement. Je fais ou de exactement la même chose. l'acupuncture, Ouais, parce qu'effectivement, c'est un accélérateur ou ça peut être un stabilisateur, ça peut exactement. effectivement aider les gens. Donc, c'est très important Tu vois, d'avoir des approches combinées. j'avais une patiente qui avait atteinte de bruxisme, elle avait tout essayé. Je lui ai dit: «Faites du shiatsu, 2 séances, plus de bruxisme». Oui. Tu vois? Alors, par exemple, elle aurait pu faire le trijumeau aussi, tu vois, c'est OK, masser toute la zone OK. du trijumeau, qui est le nerf qui fige justement le visage. Et en gros, c'est en lien avec l'excès de stress et Mmh. elle est en figement. Donc, on doit sortir du figement. Mmh. Donc, effectivement, masser tout simplement déjà le trijumeau Mmh. va détendre complètement ce trijumeau. Il y a aussi des points d'acupression qu'on stimule en même temps. Si je monte des points d'OFT, par exemple, hein, qu'on repère, Ouais. hein, etc. Et donc le corps va se détendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certaines personnes, si le stress a été constant trop longtemps, le fait de détendre peut provoquer un stress. Parce que c'est un peu comme si tu étais en manque d'adrénaline. Soit tu es en manque de stress. Mmh. Et du coup, ça peut être mal interprété par le cerveau comme un signal de danger qui fait que tu vas rechercher les niveaux de stress que tu connais, qui te donnent l'impression d'être plus en sécurité parce que tu crois que tu les maîtrises mieux. Mais c'est exactement le même concept qui explique pourquoi des femmes bon, maltraitées retournent dans des relations maltraitantes ou des hommes maltraités retournent dans des Mais relations maltraitantes. tu vois, moi, par exemple, parce que ce que tu dis, je le vois
tout le temps en clinique. Et en fait, je dis aux patients, par exemple, quand ils font une séance de shiatsu et que pour le moment, ça bouge pas, je dis: «Faites-en encore une, encore 2» et là, ça commence à relâcher, tu vois? Et en Oui, fait, en fait, c'est exactement l'explication que tu me donnes. C'est-à-dire que je leur dis: «Écoutez, c'est normal, vous avez été habitués à un niveau de stress qui est en fait une forme de enfin, qui est une habitude et un oui. état normal et donc pour diminuer cet état de stress et ben, en fait, il va falloir petit à petit, solliciter le système, c'est ça, parasympathique, c'est ça dont tu disais? Oui, c'est parasympathique. Et puis, Parasympathique. et détendre le système vagal également, tu OK. vois. Donc, Ouais, ouais et donc du coup, ce que tu dis, c'est que la psychologie énergétique, c'est trop bien parce qu'en fait, moi, je travaille déjà comme ça. C'est qu'en fait, ça amène, en fait, à combiner le plan oriental et le plan occidental, en fait. C'est la tout à combinaison des fait. 2. Tout à fait. Et donc c'est assez intéressant parce que on observe. D'abord, ça autonomise les gens, puisque Ouais. bon, bah, par exemple le tapping, la stimulation des poings, le tapping, bah, on peut le faire tout seul, tu vois. Donc David Lay, qui était un des profs en thérapie provocatrice, il avait conceptualisé ce qu'il appelle le single energy tap, hein, donc ou technique. C'était tu tapotes. En gros, tu marches en rue, tu fais le bord de doigt doucement. Hein, tu n'es pas en train de générer des tocs, mais il disait, j'avais observé qu'en marchant en rue, parfois, je me sentais une humeur maussade et parfois une humeur joyeuse. Et puis, il a réalisé que c'était parce qu'il y a des stimuli, notre environnement ben, nous stimule, et ça le renvoyait peut-être dans certains quartiers, certaines musiques, certaines odeurs, à des souvenirs qui n'étaient pas top. Et du coup, son humeur tombait. Donc, il a pris le pli de faire la stimulation des poings, comme ça, lentement, sur le bord de doigt, même quand il se balade. Et du coup, il a observé qu'il restait d'une humeur beaucoup plus équanime, beaucoup plus équilibrée, parce que ben, quand il y avait des stimuli négatifs, le fait de stimuler les doigts cassait ce conditionnement, et donc peu à peu, ça nettoyait un petit peu, si tu veux, son champ de mémoire, sans même qu'ils doivent nécessairement s'y pencher à fond. Par contre, il y a effectivement des situations qui demandent un travail clinique, c'est-à-dire que il y a des pièces du puzzle, on doit savoir quelle pièce du puzzle travailler en premier pour pouvoir avoir un effet clinique efficace et pas un peu tapoter ou faire des techniques un peu au hasard. En gros, il faut comprendre la différence entre un trauma simple, un trauma complexe, une blessure d'attachement, comment tout ça, ça se lie et comment on peut travailler sur le sujet en adaptant en plus à la personnalité, parce que dans les styles d'attachement, il y a plein de styles différents. Mmh. Il y a des gens qui vont être très coupés, il y a des gens au contraire qui vont être tout de suite débordés dans les émotions, il y a des gens qui pensent, qui contrôlent, qui vont exploser, il y a des gens qui vont être dans l'évitement. Et donc, on a un mixte aussi de tout ça. Et donc, ce n'est pas la même façon de bosser. Donc, on va adapter en fonction du profil et on étudie comment repérer ces profils-là et après comment les travailler, par exemple. Et du coup, la psychologie énergétique, elle traite quoi essentiellement? Alors, techniquement, on peut travailler à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, bon, c'était les traumas, mais il n'y avait pas d'explication entre les traumas simples et les traumas complexes. C'est comme ça Mmh. qu'on s'est retrouvé en difficulté Ouais, avec Brigitte. On s'est dit, ben, tiens, ça marche plus, pourquoi, ouais, etc. ouais. Donc, on a commencé à creuser un peu plus et à créer justement ce ciblage, c'est-à-dire on a créé ben, l'anamnèse, ça c'est l'histoire de vie de la personne, mais on a créé un outil, par exemple, particulier qui s'appelle la ligne du temps. C'est une façon d'analyser l'anamnèse et de prendre des notes qui permet de repérer la carte des traumas, la carte des symptômes, de savoir comment on bosse. Donc, quand on va travailler en psychologie énergétique, en gros, ce sont des techniques qui permettent après d'aller déconditionner les systèmes, si tu veux, en fonction ben, justement de la pièce du puzzle qu'on doit bosser à ce moment-là. Donc, par exemple, quand je travaille en self-emotional balancing, qui est devenu mon outil, ça, c'est mes anciens profs qui m'ont conseillé de créer ma propre approche parce qu'ils ont dit, mais écoute, il y a un truc nouveau. Donc, j'ai développé ça. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un phasage. Donc, par exemple, indépendamment de l'anamnèse et la ligne du temps, on va travailler sur les réflexes archaïques de base, de sécurité. C'est vraiment des mouvements primitifs qu'on développe pendant la gestation et après la naissance, qui vont aussi faciliter après certains apprentissages, mais il y a des réflexes qui sont vraiment en lien avec la sécurité de base. S'ils sont pas intégrés, ben, tu peux travailler autant que tu veux sur les traumas, la personne va rebasculer vers des traumas parce que son corps n'est pas capable de gérer le stress. Et donc, du coup, ça reprovoque une sensibilité au trauma qui fait que bah, il se retraumatise, même sur des choses nouvelles. Et Mmh. puis, on va aller bosser sur justement sur les pièces. Et là, on va utiliser des techniques. Le but étant d'amener du calme dans le système à travers le tapping, la respiration, la cohérence cardiaque compassionnelle, par exemple, etc.,
et on va essayer de faire une reconnexion de la personne avec cet espace de base de sécurité que la personne a connu, à savoir que normalement un enfant qui naît dans un environnement sécure, ben, il est curieux de la vie, il est curieux de tout, un peu comme toi, hein, tu vois, ou comme moi, je l'étais, et on découvre des tas de choses, et normalement on n'est pas dans la peur, on n'est pas en train de se demander, tiens, est-ce que je suis aimé, pourquoi papa me prend pas dans les bras, pourquoi est-ce que maman me frappe, pourquoi est-ce qu'elle me crie dessus. Normalement un enfant qui naît dans un environnement sécure, ben, il fait sa vie, il découvre ses trucs, il se casse la figure, il se relève, il découvre des trucs qu'il aime bien, des trucs qu'il aime moins bien, il est aimé, il le sait, il se pose pas la question, tu vois. Donc ça, c'est la base de la sécurité, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Il est censé être sécure. Et Bon, donc, bah, si j'ai ça, il y en a c'est plein des qui atouts. sont, il y en a plein qui sont pas dedans, hein. Mais, Une majorité, normalement, une voilà. majorité même, hein. On dit on dit que la moitié de la population n'a pas un attachement sécure. Maintenant, les Oh, statistiques, je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est la moitié. Et il est clair qu'en cabinet, c'est plus que la moitié, hein. ouais, Donc, c'est quasiment tous en fait, tu vois. voilà. Mais bien sûr. Ok. Et tu vois, tu parlais de déconditionnement. Ok. Oui. Déconditionnement, du coup, j'imagine que s'il y a un déconditionnement, il y a un reconditionnement ou pas? Alors, donc, on expliquait Pavlov, la gamelle, hein, Ouais. le chien et la sonnerie. Donc, c'est un conditionnement. Si le conditionnement a été négatif, c'est-à-dire traumatique en l'occurrence, eh bien on peut reconditionner, c'est-à-dire qu'on peut déconditionner si tu veux, l'épisode, c'est-à-dire qu'on casse l'association que A plus B donne C, et là on va le faire en utilisant justement les techniques qui vont par exemple amener du calme dans le corps. Si si le corps se détend, bah évidemment la tête qui dit je suis en danger, le corps se détend, ça crée un bug dans le système se dit bah c'est pas possible que mon corps se détende alors qu'on est en train de me dire que je suis en train de mourir et qu'on est en train de me manger tout cru. Donc ça va casser le conditionnement. Après, effectivement, il y a une phase de réparation. Alors c'est pas du reconditionnement, mais c'est une phase de réparation. En gros, si tu es dans un environnement sécure, qu'est-ce qui se passe? Normalement, les adultes qui sont autour de toi quand tu es enfant, ben, ils t'apportent cette sécurité émotionnelle affective. C'est eux qui t'apprennent les émotions. C'est eux qui t'apprennent à reconnaître les émotions et à les gérer. Hein, tu te souviens, notre cerveau émotionnel, hein, il est à maturité aux alentours de 25 ans. Mmh, Donc, mmh, c'est impossible de demander à un enfant ou à un ado d'être complètement sécure dans ses émotions parce que le cerveau n'a pas la maturité, il n'a pas la capacité de le faire. Donc, mmh, la seule personne ou les seules données qui peuvent apprendre à l'enfant à se développer dans un attachement sécure et dans un environnement sécure, ben, c'est l'environnement lui-même et les personnes qui apportent les soins dont il a besoin en tant qu'enfant ou ado ou jeune adulte. Donc, on a besoin de ça. Ça veut dire que dans beaucoup de thérapies, effectivement, on s'occupe de déconditionner, désensibiliser, mais on oublie la partie de réparation. Et la partie réparatrice, c'est vraiment reconnecter avec cet espace de base que nous avons tous, qu'on appelle ça le self. Hein, c'est vraiment un espace de base, de curiosité, de compassion spontanée qu'un enfant, normalement, découvre dans un environnement sécure. Et donc, on va aider la personne à se reconnecter avec ça. Et s'il n'a vraiment eu aucune expérience de ça, alors à ce moment-là, on va essayer de l'aider à revivre cette expérience à travers différentes techniques, comme on pourrait utiliser la méditation par exemple, mais on va utiliser même la walking thérapie, aller marcher en forêt ou dans le désert. On va essayer de lui faire observer comment il se sent dans son corps avec des sensations positives, agréables, etc. En gros, le gros danger de beaucoup de thérapies, c'est qu'on reste dans le mental. On est dans l'analyse, on mmh. est dans la tête, et on peut pas demander à notre tête d'être juge et partie. Hein, si je demande à une part de moi de commencer à analyser une autre part de moi, ben, je reste au niveau des parts. C'est pas le self. Donc, il y a une façon d'amener le travail qui permet de revenir vers le corps, non pas pour juste être dans une approche psychocorporelle, mais juste observer le calme que génère le corps quand on utilise certaines techniques comme le tapping, la méditation, l'hypnose ou d'autres techniques. Et une Ouais. fois qu'on observe ce calme, ben, ça, c'est une reconnexion avec cet espace de base. Et donc, à partir du moment où je peux le faire, ben, à ce moment-là, je peux réexpérimenter cet espace de sécurité de base sans passer par une analyse mentale. Et là, ça change tout. Et donc, effectivement, par exemple, pour le moment, moi, je développe de plus en plus des thérapies intensives, tu vois, pour les cas les plus complexes, où tu vois que ça chipote, il y a des améliorations, mais il y a quand même des effets un peu yo-yo, tu vois, où je fais vraiment 4 jours d'affilée, quoi. Et ces 4 jours d'affilée, avec 4 heures par jour, c'est bien rentre dedans, mais il y a des changements majeurs si tu veux, chez la personne, parce qu'il y a une reconnexion avec le self, et après, du coup, il y a une réautonomisation qui est possible, et Oui, parce souvent, que ben, c'est vraiment derrière, des changements majeurs, quoi. parce qu'en fait, derrière l'objectif, c'est la réautonomisation, en fait, tout simplement. Exactement.
En gros, ce qui se passe, c'est que, tu vois, on a des systèmes de défense qui se sont mis en place. C'est ce qu'on appelle les parts. On négociait, c'est les parts, les parties, les sous-personnalités, si tu veux. Ces programmes, ils se sont mis en place parce qu'on n'avait pas la capacité, la maturité émotionnelle de gérer ça, ou l'environnement ne nous apportait pas la sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une thérapie classique? Ben, tu as une session tous les combien? Semaines, 2 semaines, 3 semaines, tous les mois? Hmm. Donc, une moyenne, mettons, toutes les 2 semaines. Hmm. Qu'est-ce qui se passe entre les sessions? Bah, en Ben, fait, le système, le système reprend vie. Enfin, les défenses, elles reviennent. ben, exactement. Le système dit, ah tiens, j'ai vécu une expérience chouette, ça m'a fait du bien. Mais peu à peu, ils se disent, bah, je ne sens plus ça. Je ne sens plus cet état intérieur. On continue à avoir des stimuli externes parce que, évidemment, on n'isole pas la personne de son milieu. Donc, s'il est dans un milieu qui génère du stress au boulot, dans la vie privée, etc., ben, il est de nouveau réattaqué. Et donc, le système se dit, bah, moi, j'ai connu ce truc, ça m'a fait du bien, mais je ne le sens plus, je ne le vois plus. Donc, les systèmes de défense qui s'étaient installés reviennent et reprennent leur fonction. Et donc, on fait du yo-yo. Donc, on gagne un peu de terrain, parfois ça tient, parfois il y a une régression, ça revient, etc. Et donc, on progresse, mais un peu à lenteur d'escargot. Donc, ça veut dire qu'avec certains profils, on a tout intérêt à faire vraiment des thérapies intensives, c'est-à-dire qu'on a intérêt à les prendre 3, 4 jours d'affilée ou même une semaine de retraite thérapeutique si c'est possible. C'est aussi une question de moyens parce que c'est quand même pas donné non plus. On le fait. Et là, les systèmes n'ont plus l'opportunité de se réinstaller puisque tu les fais sauter un jour, tu continues à travailler sur cette capacité à se reconnecter avec l'espace. Le lendemain, tu recommences. Le surlendemain encore et le surlendemain encore. Donc le système lâche complètement. Ben Il oui, parce fuit, que il vit. Voilà. tu vois, moi, j'ai des patients qui me disent, bon, bah, je vais venir vous voir une fois par mois. Alors moi, je leur dis, bon, je pense pas que ce soit le bon équilibre, mais bon, et la bonne manière de faire. Mais si vous voulez, vous venez une fois par mois. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils viennent et ils me redisent la même chose le mois suivant. Et je leur répète, et je travaille la même chose, et je leur répète la même chose. Et en fait, ils me disent, bah, ok, enfin, tu vois, ils pensent qu'en fait, bon, ils ont leur temps de réflexion, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, toutes les défenses, les schémas reviennent en fait et s'installent. Et tu vois, et en plus de ça, si l'environnement dans lequel ils sont est toujours toxique, ça va renforcer encore plus les choses, tu vois. Donc le travail que tu fais est un peu, enfin, en fait, tu fais de la parlotte, quoi, tu vois. T'écoutes et tout simplement. En gros, tu vis de la pression du moment, ce qui leur Ouais, fait du bien, ouais, ouais. mais le travail de fond ne se fait pas. Donc, Exactement. le travail clinique de fond ne se fait pas. Et donc, quand j'ai des patients comme ça, à un moment donné, je leur dis, écoutez, regardez bien ce qui se passe, ça vous fait du bien, mais le pot se re-remplit entre les sessions parce que soit vous n'êtes pas encore en état de vous occuper de vous-même à travers le self et donc de faire les exercices ou les techniques qui pourraient vous soulager, ce qui est OK, ce qui est logique. Donc, c'est vraiment une question de timing. Donc, comment peut-on faire pour améliorer le timing? Donc, soit on trouve une régularité plus grande, c'est-à-dire qu'on se voit un peu plus souvent, soit on travaille différemment, on fait des sessions plus longues pour qu'il y ait un temps de parlotte, de dépôt, et puis un temps de travail de fond, etc. Et puis, certains profils, ça nécessite vraiment de travailler complètement différemment. Ici, la personne avec qui je collabore au Maroc, Nawal, je peux en parler parce que elle va être dans mon prochain livre là, qui sort dans quelques mois. Euh, Elle a vraiment vécu ça. On avait bossé au départ un petit peu comme ça, et puis il y a rien qui bougeait. Et on a fait la thérapie intensive. Elle souriait pas, elle a commencé à sourire. Alors ce qui était le plus étonnant, le témoignage qui était vraiment extraordinaire, c'est que elle a un voisin qui est aveugle, d'accord. Elle croise son voisin aveugle après le 4e jour. Et ils se croisent, ils se disent bonjour, et le voisin s'arrête, il se retourne, il dit Nawal, tu as changé, il y a un truc qui a changé. Et alors Nawal dit non, non, si, ta voix n'est plus la même, tu souris. Et donc vraiment, et c'était vrai, hein, donc Ah ouais. elle, ça a fait vraiment un choc, parce que le gars, c'est juste à la voix, hein, ils sont très sensibles, il dit, mais il y a un truc qui a changé. Et c'est la réalité. Donc il y a plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire, maintenant qu'elle pose, etc. En gros, c'est un profil où on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'épisodes traumatiques, et donc le système se remettait tout le temps en place, les mécanismes d'évitement. Donc voilà, donc ça, ce sont des profils particuliers. Alors en psychologie énergétique, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que les outils vont stimuler des points corporels
qui donne une réponse au niveau du système nerveux autonome ou du système vagal. Et donc, c'est du déconditionnement. Et donc, ça va permettre aussi de vraiment de casser les associations au niveau des mémoires traumatiques, au niveau de l'hippocampe, hein, qui est notre mémoire un peu émotionnelle, etc. Et au niveau des amygdales, qui sont un peu notre centrale d'alarme, ben, on va avoir une action directe. Donc, c'est vrai qu'on a pu observer des modifications aussi même physiologiques, hein, donc des choses physiologiques qui se passent. Je me rappelle d'une étude qui avait été faite, mais il y a déjà plus de 20 ans. On avait fait des prises de sang avant du tapping et puis après le tapping, après 20 minutes de tapping. On voyait le sang, on voyait les globules rouges qui étaient complètement amalgamés. C'était d'ailleurs dans mon premier livre, EFT Tapping, qui était sorti en 2010. Et on voit après le sang, les globules qui sont de nouveau correctement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de surface pour porter l'oxygène, évidemment, puisqu'ils se sont désamalgamés. C'était après 20 minutes de tapping. Donc on voit qu'il y a des choses au niveau physiologique et qui, évidemment, vont faire quoi? Ben, si je porte plus d'oxygène, j'ai besoin de respirer moins vite, tout simplement, parce que j'ai l'oxygène dont j'ai besoin. Alors que si mon oxygène est agglutiné, ben, enfin mes globules rouges sont agglutinés, il y a moins de surface porteuse pour les molécules d'oxygène. Et résultat des courses, ben, je dois respirer plus vite, tout simplement. Donc, ou ça va me stresser. Donc, il y a des situations dans lesquelles on doit faire attention. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Demain, je donne un cours de sexo ici, là, au Maroc. Euh, Si tu as envie de sortir avec quelqu'un, que ce soit un partenaire féminin ou masculin, d'accord, Mhm. euh, quel, quel film tu irais voir? Est-ce que tu irais voir, pour te donner le plus de chance, un film romantique, un film d'action ou un film d'horreur? Ce serait quoi le film que tu choisirais pour te donner le plus de chances de sortir avec la personne? Bah, moi, je lui demanderais ce qu'elle aime bien, déjà, et ce qu'elle aime. Ok. Et ensuite, moi, je dirais, voilà, j'aime ça, je te propose ça, est-ce que c'est OK pour toi? Et voilà, tout simplement. Et, et- et donc, Bah, maintenant que tu as fait, maintenant que tu as fait le l'action, sophisme, elle j'irais, en ne j'irais voir, répondant pas, tu euh, irais voir quoi? bah, j'irais voir le film d'action, un film Ok. d'action. Eh bien, le film où tu vas te donner le plus de chances de sortir avec la personne avec qui tu as envie de sortir, c'est le film d'horreur. Ouais, Alors, ouais. alors, alors, pourquoi? Pourquoi? Bah, Parce parce que que, ok. ouais. Pourquoi? Parce que notre cerveau émotionnel, il ne fait pas la différence entre une excitation de peur et une excitation de type sexuel ou sensuel. Ouais. Il traduit ça de la même manière. Et donc, si tu veux faire monter une tension avec le plus de chances de sortir avec un copain ou une copine, ben voilà. C'est le film d'horreur qu'il faut se taper. Du coup, à ma femme, je vais lui dire, on regarde que des films d'horreur, du coup, à partir de ce soir. Et en plus, Ben, en tout cas, les jours où tu as envie de te donner plus de chance, et en plus, elle adore les films, les thrillers ou les trucs comme ça. Et moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Donc, non, mais ok, je vais commencer à m'y mettre, du coup, pour, voilà, voilà. Mais ok. donc, c'est juste, Ok. voilà, donc c'est pour t'expliquer qu'effectivement, notre cerveau va traduire des choses, mais qui ne sont pas tout à fait dans les grilles de lecture que nous avons, nous. Ouais, Ça peut dépendre de notre culture, etc. Mais ouais, physiologiquement, ça va avoir un impact. Donc, le fait de stimuler des points ou utiliser certaines techniques va permettre de calmer le système, de réapprendre au corps à se détendre, et du ouais. coup, la tête aussi va se détendre, et vice-versa. Tout est lié. Donc, on peut jouer sur les deux et on peut effectivement s'amuser. Voilà, moi, je suis pas du tout un amateur de films d'horreur, mais bon, si je dois ressortir avec quelqu'un, je sais que c'est plutôt ça que je dois aller voir, parce que ça va donner une excitation et que, voilà, ça pourra peut-être donner plus envie à la personne de sortir avec moi, par exemple, que si je vais voir un film romantique style Le Lagon Bleu, où tout est gentil, ou Les Bisounours. C'est pas ça qui va créer le truc, d'accord? Donc c'est Ok. assez étonnant, mais c'est une réalité. Et du coup, comment t'es tombé dedans? Comment t'es arrivé dans la psychologie énergétique? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, bon, à la base, quand bon, j'étais un enfant maltraité, d'accord? Donc il y a eu de la maltraitance. Ok. Euh, bon, je donne un exemple, hein. On m'a attaché le bras gauche dans le dos pour m'obliger à écrire de la main droite. On mettait une règle, on me foutait à la cave, des trucs comme ça, sans compter les coups et autres joyeusetés. Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi très très jeune, 5-6 ans, à qu'est-ce que je venais faire dans cette galère, hein, comme dit un certain Molière. Et donc, euh, et donc j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc, j'étais complètement anti-psy parce que à 6-7 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Je me suis jeté sous une bagnole
Et bon, heureusement, le pauvre conducteur m'a touché, mais pas écrasé. Et je plains cette pauvre personne. J'ai dû lui créer des. C'est pour ça peut-être que j'ai perdu les cheveux. C'était le karma pour ce que je lui ai fait vivre à cette pauvre personne. Mais la réponse de mes parents à l'époque, c'était très simple. Ils m'ont amené d'abord dans un commissariat. Le commissaire m'a foutu dans une géole. J'avais 6 ans. Hein. Il m'a foutu dans une géole pour me faire peur, quoi. Puis ils m'ont emmené chez un psychiatre qui a fait des analyses, ne disait jamais un mot, tirait la gueule. Enfin, c'était hyper froid. Donc ça ne te donnait pas du tout envie d'aller, tu vois, d'aller faire une thérapie. Mais il s'est passé un truc majeur, c'est que quand j'étais papa assez jeune, 24 ans, et tous mes amis me disaient, mais Yves, t'es trop dur avec tes enfants. Et moi, je me trouvais très laxiste par rapport à ce que j'avais vécu, évidemment. Puis quand eux sont devenus parents, je me suis surpris à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont laxistes avec leurs enfants? Tu vois? Et là, ça fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit, bon, Yves, là, il y a quand même un problème. S'ils te trouvent tous trop durs et que toi, tu les trouves tous trop laxistes, le problème, il est chez toi, il n'est pas ailleurs. Donc, j'ai été consulter un psychiatre de mon université à l'ULB à Bruxelles. Et, euh, et du coup, ben, il a commencé à remettre les pièces dans le bon ordre. Il m'a dit, mais Yves, est-ce que c'est les parents qui protègent les enfants ou les enfants qui protègent les parents? Et puis j'ai réalisé que je protégeais les deux. Et donc je dis, ok, donc il y a des traumas. Et donc on a creusé ça, on a commencé à nettoyer. Et en début des années 2000 à peu près, Brigitte Ansoul, avec qui j'ai co-créé Thérapeutia à l'époque, m'a demandé, mais Yves, pourquoi tu ne reviens pas vers la psycho? C'est ce que tu voulais faire à la base comme étude, puis tu avais démarré le droit, etc. Et pourquoi tu ne viens pas plutôt vers la psycho? Donc, je me suis reformé à plein d'outils différents. J'apprends assez vite, je suis plutôt efficace normalement, et donc j'ai fait ça. Et puis j'ai commencé à former des psys, des psychiatres, des médecins, des gens en reconversion aussi. Et donc ça m'a permis d'apprendre plein de modalités différentes. Et donc la psychologie énergétique est tombée un moment dans l'escarcelle parce qu'on a entendu parler de ça, on a testé, on a dit tiens c'est quand même génial ce truc. Et puis on a démarré et comme j'aime bien connaître les choses à fond, ben, je l'ai fait à fond. Donc je me suis formé en psychologie énergétique. J'étais formateur dans plusieurs techniques. Il y a eu TAT, EFT, il y a eu logosynthèse, il y a eu RIMAP, Ouais, etc. Donc, je me souviens, bon, j'avais fait je sais plus si mais c'est à ce moment-là où je t'ai rencontré quand j'ai fait ma formation en oui, logosynthèse. Mais je sais même plus, ça fait voilà. quoi? Ça fait 10, 15 ans. Oui, oui, c'est certainement 15 ans. Et donc, ce sont tous des outils. Tu vois, donc je suis devenu formateur dans toute une série de modalités, d'outils différents, superviseur, etc. Et puis, forcément, avec l'expérience et le temps, mais tu vois ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne dans tel type de cas et pas dans tel autre type de cas. Donc, tu fais ton travail clinique. Donc, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et puis, surtout, je me suis dit, OK, quand ça fonctionne pas, c'est pas juste dire, OK, ça fonctionne pas. C'est qu'il doit y avoir une raison. C'est-à-dire qu'il te manque une grille de lecture. Donc, les grilles de lecture, c'est rajouter les ego states. Donc, je me suis formé en IFS, j'étais superviseur IFS, etc. Puis, je me suis formé aussi au réflexe archaïque, parce que c'est encore une autre grille de lecture qui impacte tout ce qui est TDAH, par exemple, tous les problèmes dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Et donc, tout ça sont des grilles qui se superposent et qui expliquent aussi les traumas. Par exemple, si tu as un trauma, il est impossible que tes réflexes archaïques de sécurité soient encore intégrés. C'est juste impossible. Mm. Pourquoi? Parce que tu rebascules vers ton mode primaire de survie et donc ça va t'impacter toute ta vie. Si tu ne le retravailles pas, ça restera actif. Donc il y a vraiment une série de grilles. Je donne d'ailleurs ce week-end réflexe archaïque ici à Mohamedia à des psys parce que c'est vraiment un point hyper important pour les traumas. Si on n'intègre pas, la personne va retomber facilement dans des traumas Mais, parce que mais, son le- corps surréagit. mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, tout ce dont tu parles, en fait, en fac classique de psycho, On n'en parle pas. ça n'existe pas, en fait. Non. Ça n'existe pas. Moi, j'ai découvert Oui. ça quand je suis parti voir, quand je suis parti voir des kinésiologues, par exemple, tu vois. Oui. Quand j'ai fait une formation, parce que j'ai encore tous les fascicules, etc. Enfin, tu vois, c'est là où j'ai découvert tout ça. Et c'est là où je me dis, mais en fait, enfin, tu vois, j'ai interviewé, j'ai fait un podcast avec un confrère qui est suisse. Et en fait, tu vois, lui, il s'intéresse beaucoup au microbiote, l'impact du microbiote sur le plan Tout à psychologique. fait. Et Tout à aussi, fait. moi, ce que je fais, tu vois, sur l'alimentation. Et en fait, on se dit, mais c'est fou parce que, en fait, Tout on à passe fait. à côté de tellement de choses. Et tu te dis qu'en fait, en fac de psycho, qu'on n'aime pas ça, qui est la base, en fait, qui est une des bases, tu te dis, mais enfin, c'est dommage, quoi. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Mais, Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, la loi a changé en Belgique, c'était en 2016, et en 2016, donc j'ai hésité, je me suis dit, tiens, est-ce que je me refais la formation
psychologue complète. Et j'avais la chance, c'est qu'un de mes amis proches de l'université, on avait été dans les cercles ensemble à l'université, il était du président de psycho, et là il était président de la Fédération belge des psychologues. Et donc je demande à Johan, je dis tiens, mais est-ce que tu crois que je dois faire la formation psy? Et puis il me regarde, il me dit mais Yves, ça n'a aucun sens, hein. Je dis d'abord tu formes les gens déjà. Tu vas avoir 5% de cours sur la psychothérapie dans ton cursus de psychologue. Donc, euh, donc maintenant, ils ont rajouté un cursus de psychothérapie pour ceux qui veulent faire la psychologie clinique, mais avant, ça n'existait pas du tout. Donc, ils disaient, tu vas t'ennuyer, tu vas perdre ton temps parce que tu vas apprendre la psychologie industrielle ou la psychologie sociale, qui sont des trucs intéressants, mais qui ne t'intéressent pas du tout dans ta pratique, tu vois. Et donc, j'ai vraiment beaucoup hésité. Finalement, je me suis dit, OK, je vais pas le faire parce que j'ai quand même la reconnaissance de ma pratique, vu que je suis installé depuis longtemps, etc. Et puis, j'avais pas mal de recommandations de psychologues ou de psychiatres. Donc, je dis, OK, donc finalement, je ne le fais pas. Mais il faut comprendre que le milieu académique est en retard de minimum 20 ans sur la pratique. Hein, donc, par exemple, à l'ULB, ils sont encore très psychanalytiques. Par exemple, ma fille de l'année prochaine rentre en médecine, elle voudrait faire psychiatrie, ma plus jeune fille. On a vraiment réfléchi, est-ce qu'elle veut faire l'ULB ou l'UCL? Vu l'orientation, si tu veux, psychanalytique, c'est probablement pas l'ULB qu'elle fera, alors que je suis ULB, sa maman aussi, etc. Parce que on veut qu'elle ait des techniques qui soient un peu plus pointues, en tout cas beaucoup plus proches de la réalité. Alors c'est dommage, hein, parce que mais c'est une réalité de terrain. C'est logique. Les profs, ils sont sortis il y a combien de temps? Les profs, c'est pas les plus jeunes normalement. Forcément, eux, ils ont déjà une habitude de travail. Non, mais Et au-delà de leur voilà. au-delà de leur habitude de travail, tu vois, moi, c'est sur quoi je lutte et qui est difficile, où tu rencontres beaucoup de, comment dire, de limites et de freins, c'est le dogmatisme scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, tu vois, moi j'avais des profs, je leur parlais de ça. Non mais Dramating, attendez, ça c'est du charlatanisme, ça n'existe pas. J'avais une prof même qui me disait que les psychologues aujourd'hui sont les psychiatres d'il y a 20 ans. Mais je me dis, mais en fait, comment est-ce qu'avec ça, en discours, déjà, tu peux être motivante et tu peux te dire, OK, je vais accompagner les gens d'une certaine manière à guérir, quoi. Et en fait, ou à soulager leur souffrance. Et en fait, avec ce discours-là et avec ce qu'on nous apprenait, ben, moi, je m'ennuyais de ouf. Enfin, tu vois, heureusement qu'il y avait Carl Gustav Jung un peu qui, dans mes que j'avais en cours, ou de la psychothérapie humaniste, ou tu vois, des pratiques comme William Reich, par exemple, qui me permettaient d'avoir une vision un peu plus globale des choses. Mais en fait, je me suis dit, c'est quand je suis arrivé, je me souviens bien, quand j'ai commencé à travailler, je me dis, bon, heureusement, j'avais fait des formations à côté, mais je me dis, mais comment tu fais pour les accompagner? C'est-à-dire que les gens, on est formé oui, théoriquement, mais sur le terrain, on fait quoi? Ah, on sait ce que c'est, on a tous les symptômes d'une dépression, mais j'en fais quoi? Ah, tout à fait, on a tous les tout à symptômes fait. d'un traumatisme, mais j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment j'accompagne? Ah bah non, mais il faut savoir. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que mes patients viennent me voir et ils me disent quoi? Ils me disent, Monsieur Belgobin, j'ai vu deux, trois psychologues. En fait, est-ce que je suis une peine et une cause perdue? Je fais non, vous inquiétez pas. Et je leur dis, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Bah, vous savez, le psychologue, il était là avec moi, il me regardait et il écrivait, il avait son calepin et il écrivait, et il disait oui, Et c'est con, hein, c'est stéréotypé ce que je te dis, mais c'est en fait les psychologues écoutaient seulement, mais ne proposaient pas forcément de choses, tu vois. Et c'est là où je me dis c'est là où je me dis que, mais en fait, dans la pratique clinique, Heu, il y a un réel manque et quand tu parles de 20 ans de 20 ans de retard, ben, en fait, ouais, 20 ans, ouais, ouais, OK. Si tu m'avais dit ça moi, tu vois, j'aurais minimisé, j'aurais dit 5 ans, 10 ans, mais non, mais 20 ans, oui, parce que je pense que c'est réellement réaliste, tu vois? Et tu me parlais tout à l'heure de cette, anecdote avec si tu peux en reparler de ce psychanalyste, tu vois? Et tu te dis: «Mais en fait, c'est chaud!» Enfin, Oui, c'est chaud, mais c'est vrai que, en gros, c'est pas les mêmes démarches, tu vois. Ce sont pas les mêmes démarches. Donc, il y a les biais cognitifs, c'est-à-dire euh, on, on a une grille de lecture, on a une perspective, et on n'arrive pas à sortir de son modèle. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bon. Donc, moi, c'est vrai que je me suis formé à plusieurs modèles différents qui m'ont obligé à m'ouvrir la tête en me disant, OK, bon, Yves, c'est pas les mêmes paradigmes de base. Comment ça s'imbrique tout ça? Est-ce que ça s'imbrique ou est-ce que ça s'imbrique pas du tout? Tu vois. Et donc, quels sont les points communs, les passerelles qui permettent de comprendre
et de reprendre les éléments intéressants de tel modèle par rapport à tel autre modèle, et puis du coup intégrer les techniques éventuellement. Mais c'est vrai que moi j'en parlais avec une petite émotion, un petit sourire, mais c'est pas un sourire moqueur, c'est vraiment un sourire émotionné. Je me rappelle, j'ai vraiment eu un psychanalyste qui m'avait été envoyé par un ami psychanalyste d'ailleurs que tu as eu comme prof, hein, Charles Sass. Ouais, ouais. Et puis il m'envoie quelqu'un qui arrive chez moi pour traiter une phobie. Et en une session, on liquide sa phobie. Et puis la personne commence à pleurer. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a quelque chose d'autre qui est revenu. Parce que la phobie, ça peut être un symptôme. Donc Ouais. hein, ça peut cacher un autre trauma. Bon, ici, de prime abord, c'était pas le cas. C'était une vraie phobie. Donc c'était pas un mécanisme de défense par rapport à une autre situation. Et donc je travaille sur ça. Il commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en gros, il me dit cette phrase qui était digne d'Audiard. C'était je réalise, ça fait 20 ans que j'ai fait de la merde. Alors, moi, finalement, je dis, mais non, c'est pas 20 ans de merde. C'est pas vrai. Je dis, il est clair que si c'était pour travailler une phobie, ben, la psychanalyse n'est pas l'approche la plus efficace. Maintenant, si c'est pour te connaître, comprendre certains mécanismes intérieurs, etc., ça peut être une bonne démarche. C'est pas du tout le souci. C'est pas le même boulot. Mais je ne peux pas dire je suis psychanalyste et je vais travailler les traumas. Ça, par contre, c'est du nonsense actuellement avec les techniques actuelles, les connaissances qu'on a des mécanismes du cerveau, des traumas, des mémoires traumatiques. Bah, évidemment, il y a des techniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus efficaces qui existent que la psychanalyse. Mais si j'ai envie de me connaître moi, ben, je vais faire peut-être de la psychanalyse ou une approche jungienne qui est un peu plus symbolique, ou alors je vais aller travailler en ego state, les états du moi, puisque ça s'occupe vraiment des sous-personnalités, de comment se construisent ces sous-personnalités. Donc, j'ai plusieurs options aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une pointe, tu vois, donc on est dans un modèle. Donc, ben, toi, tu es curieux de la vie, moi aussi, donc voilà, on explore, et puis on se dit, ok, ça marche pas, etc. Et puis on essaie de voir comment ça peut Et c'est là où je pense que, s'associer. et tu vois, et c'est là où je pense la vraie force du scientifique et la vraie force du clinicien, en fait. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en fait, à partir enfin, moi en tout cas, hein, dans ma conception des choses, c'est que je ne peux pas être scientifique et être clinicien si en fait j'essaye pas tout, j'essaye pas de tout comprendre, Voilà. de remettre en fait, tu vois, de remettre du lien, de remettre du lien, de donner du sens, de faire entre guillemets de l'innovation. Je me souviens que quand j'étais dans ma fac, j'avais vu mes profs et je leur ai dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une mind map, c'est-à-dire une représentation globale de l'information, ok, avec tous les champs thérapeutiques, toutes vos spécificités, et de faire en fait les liens là où ça se rejoint, les limites là où ça se rejoint et les limites, et qu'en fait on pourrait voir comment est-ce que ces champs en face d'une personne peuvent rentrer en interaction, tu vois, un peu comme ce que tu fais comme ce que tu fais avec le TAT, le SEB, etc., etc. Et en fait, au final, ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait, ils l'ont pas fait quand j'étais, comment dire, quand j'étais en cours avec eux, mais ils l'ont fait bien plus tard. Ils l'ont fait là cette année, tu vois. Mais je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, finalement, tu te rends bien compte que en fait, le patient quand il vient te voir, bah, en fait, il est en fonction de sa demande, en fonction de ses besoins, en fonction des symptômes aussi qu'il manifeste et de l'anamnèse. Et tu vois, tu parlais de la ligne de vie. Bah, forcément, tu vas pas rentrer avec de la psychanalyse, avec des TCC, par exemple, ou une technique ou de l'EMDR. En fait, tu vas t'adapter en fonction de ce qu'il a et de ce dont il a besoin sur le moment. Peut-être qu'à un moment donné, une pratique sera plus intéressante en fonction du travail fait et de sa demande, mais qu'en fait, le fait d'avoir une vision globale avec tous ces champs thérapeutiques qui peuvent qui peuvent se mêler, peut te donner une approche plus ou moins adaptée face aux patients, quoi. Tu vois? Ben, en gros, ce que tu nommes, évidemment, ça serait l'idéal. Hein, c'est qu'on est tout. Maintenant, le problème, c'est évidemment, il y a personne qui va avoir la capacité, enfin, normalement, d'avoir toutes les techniques dans sa tête, tu vois. Ouais, Donc, bien parce sûr. que ça nécessiterait plusieurs vies parce que c'est pas que la théorie, c'est aussi la pratique, Ouais, bien tu sûr. vois. Donc, c'est pouvoir expérimenter suffisamment les outils pour comprendre. Et à côté de ça, c'est surtout si t'es patient. Tu as des patients aussi qui te donnent des informations. Parfois, les patients ne te donnent pas les informations. Ouais, Parfois, simplement parce qu'ils ne les ont pas encore en conscience. ouais. Je donne souvent cet exemple aussi. J'avais une patiente il y a quelques années, il y a 15 ans maintenant, enfin, facile, 15-20 ans. Elle vient me voir pour une phobie de l'avion, d'accord? Et dans la phobie de l'avion, je dis, ok, elle est apparue 4 ans avant. Je dis, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans un avion? Non.
Ok, donc je sais que c'est déjà pas une phobie de l'avion. C'est quelque chose qui est apparu, qui s'est traduit par une phobie de l'avion, mais Mm. c'est pas en lien nécessairement avec l'avion. Mm. Donc je dis dans l'année qui a précédé, est-ce qu'il y a des épisodes compliqués? La personne me dit non. Ce qui n'est pas normal. Un symptôme, il apparaît dans l'année qui suit maximum un épisode difficile. Ou alors il y a un déplacement de symptômes. Et là, rien. Donc je dis, ok, s'il y a des enfances difficiles, maltraitance, abus, des enfants, des deuils compliqués, agressions, cambriolage, trop de déménagements, enfin, je cherche un peu tout. Il n'y avait rien. Je dis, bon, là, il y a un truc qui va pas. Et donc, en gros, c'est parce qu'il y avait une amnésie. Hein. Donc, il y a une partie qui avait été carrément coupée. C'est de la dissociation. Donc, j'aborde si tu veux, le symptôme, donc la phobie de l'avion. Et en 2 minutes, elle se redresse, elle parle très très vite comme une petite fille en disant j'avais pourtant dit qu'il fallait pas le faire, j'avais pourtant dit qu'il fallait pas le faire. Donc je la stabilise, je dis ok, qu'est-ce qui vient de remonter? 5 ans avant, elle avait perdu un enfant de 13 mois. Donc en gros, elle était à l'hôpital, un chirurgien lui a dit il faudrait opérer votre enfant, c'est pas obligatoire mais je vous le conseille. Dans sa tête, une petite voix lui avait dit dis non, mais elle n'a pas osé parce qu'il y avait une figure d'autorité. Elle dit oui. Et le chirurgien opère et se plante. Et le petit loulou de 13 mois décède. C'est tellement violent pour son système qu'elle efface jusqu'au souvenir d'avoir été maman. Ne se souvient ni d'avoir été maman, ni même de la grossesse. Tout avait été effacé. Et dans l'année qui a suivi, le cerveau a mis en place, hein, je rappelle, les mémoires sont associatives, une phobie de l'avion. Alors on se dit, mais quel est le point de contact, hein, tu vois, quel est le point de rapport? En gros, dans le point de rapport, on va toujours chercher les éléments qui sont soit factuels, donc événementiels, soit de personnes, de représentation de personnes qui sont dans la même situation, ou alors c'est les aspects cognitifs, c'est-à-dire les cognitions, c'est-à-dire les croyances associées. Et alors parfois c'est un fantasme que ça aurait dû se passer différemment. Donc j'ai cherché là-dedans, c'était pas les événements, c'était pas du tout le même, hein, un avion, un hôpital, rien à voir. Les personnes ne sont pas les mêmes. Par contre, évidemment, c'était au niveau des cognitions. En gros, le cerveau, il a interprété comme dangereux, et à raison, qu'une situation où je n'ai pas le contrôle, c'est dangereux. Donc, l'opération, c'est pas moi qui l'ai faite. Mon enfant est décédé. L'avion, c'est pas moi qui pilote. C'est dangereux. Et donc, le cerveau a mis en place un mécanisme d'évitement des situations où j'ai pas le contrôle. Phobie de l'avion. Donc, la réparation s'est faite comment? Non pas en travaillant sur la phobie de l'avion. J'ai travaillé sur le deuil de l'enfant, qui lui a permis de résoudre, de dissoudre la croyance que si j'ai pas le contrôle, je suis en danger. Et du coup, la phobie est partie d'elle-même. D'accord? Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, c'est trouver le point d'impact et l'association, et après, avec les techniques, elle est réparée. Et après, la réparation, c'était, ici, dans ce cas-ci, c'était comment sortir de ce figement, hein, de l'immobilisme, du freeze, en redonnant une dynamique à la personne. Et là, par exemple, dans le deuil, quand je travaille sur des deuils d'enfants ou des deuils compliqués, souvent, je dis, OK, comment vous pourriez vous faire le témoin de cet amour que vous vous faire le témoin de cet amour à travers vos actes dans le quotidien. Et ça redonne une dynamique. Au lieu d'être passif et de subir, je peux partager. Et là, du coup, les personnes peuvent non seulement continuer à rendre vivant leur amour, parce que cette personne reste vivante dans leur cœur, évidemment, hein, et en même temps partagent leur quotidien par le témoignage qu'elles deviennent par elles-mêmes de cet amour qui est vivant, tu vois. Donc, c'est trouver des voies et moyens qui permettent de digérer et aussi de redonner du sens, même à ce qui n'a pas de sens. Voilà. OK. Incroyable, incroyable, incroyable. Bah, tu vois, par exemple, en DCT, tu travaillerais sur la phobie, mais tu passerais à côté de ça, en fait. Ben, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, souvent en hypnose, hein, on travaille sur le symptôme, hein, arrêter de fumer, arrêter de boire ou des trucs comme ça. Mais bon, hélas, en tout cas avant, beaucoup d'écoles ne cherchaient pas l'origine du problème. Alors c'est plus tout à fait vrai parce que j'ai une amie comme Evelyne Joss qui développe avec Olivier Perrault d'autres façons de travailler. Mais c'est vraiment important de comprendre que, hélas, on doit toujours chercher quel est le besoin, quelle est la peur de la part du système, quel est son besoin, qu'est-ce qui fait qu'il est là, et quelle est sa peur s'il ne faisait pas ce qu'il fait, ou Mhm. s'il ne faisait plus ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, et c'est là, ça permet de comprendre du coup les cognitions peut-être plus profondes, c'est ce qu'on appelle les aspects d'un problème, et alors ça permet d'aller les résoudre. Ouais, c'est incroyable, c'est trop bien. Et dis-moi, par rapport à la psychologie énergétique, est-ce que tu as des livres? Est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller pour des personnes qui s'intéressent, des personnes, tu vois, qui écouteraient, des professionnels qui écouteraient notre podcast ou des personnes qui écouteraient notre podcast? Est-ce que tu as des livres? Donc toi, tu as écrit des livres. Est-ce que tu présentes un peu la psychologie énergétique? Comment est-ce qu'on pourrait faire Alors, pour s'y renseigner, pour se renseigner? ok.
Alors bon, bon, évidemment, il y a mes bouquins, mais bon. Donc, il y a EFT Tapping qui expliquait un peu la psychologie énergétique. Bon, il date de 2010, donc au niveau des recherches, il y a plein de choses qui sont sorties depuis, mais qui donnent un peu des bases, qui expliquent différents types de techniques. C'était un bouquin qui était intéressant pour ça. Il y a l'EFT clinique, là, c'est vraiment un livre clinique pour les praticiens qui veulent apprendre comment travailler différemment avec le tapping. Et donc, il y a des techniques qui sont apprises pour les traumas notamment. J'ai un livre qui s'appelle SEB, donc Self-Emotional Balancing, qui va sortir incessamment. En gros, il est en dernière relecture. J'ai deux, trois amis psychiatres qui sont en train de relire et qui vont faire une préface. Et voilà, donc j'attends le retour. Quand le retour est fait, ça va sortir d'ici quelques mois maximum. C'est un gros bouquin, ça fait 550 pages, 600 pages dans ces eaux-là, donc c'est vraiment un gros bouquin, c'est vraiment un bouquin complet où on reprend vraiment tout, de la base, de l'accueil, euh, tout. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire un livre le plus complet possible pour les thérapeutes qui démarrent ou pour les thérapeutes aguerris qui peuvent vraiment travailler avec différentes techniques, différentes approches. Il y a des cas qui sont complètement explicités. Il y a un livre de cas qui existe aussi que j'ai écrit, qui était sorti chez Eddy Livre. Ça, c'est vraiment descriptif de plusieurs cas avec différentes techniques, mais de A à Z. Ça explique pourquoi on travaille, comment on travaille, etc. Donc, ça permet de comprendre un peu mieux comment on peut utiliser les outils. Alors, si on est anglophone, il y a quelques livres qui existent en anglais qui sont intéressants, notamment de Fred Gallo, qui sont pas mal. Fred Gallo, donc c'est G-A-2-L-O. Euh, il y a un livre de Michael Galvin et de John Hartung. Hartung, c'est H-A-R-T-U-N-G, dont le titre c'est Combinazing Energy Psychology and EMDR. Donc c'est combiner EMDR et Energy Psychology. Bon, il a quelques années de vol, mais il est très intéressant pour justement comprendre ces passerelles entre les deux techniques. Je rappelle par exemple que Francine Shapiro, à l'époque, donc il y a 15 ans d'ici, 20 ans d'ici, avait interdit aux praticiens EMDR de faire de la psychologie énergétique parce que les gens qui faisaient de l'EMDR basculer vers la psychologie énergétique parce que ça permet un accès au réseau de souvenirs qui est moins violent pour le patient et même pour le thérapeute. En gros, on a un accès au réseau, on n'a pas besoin de la même intensité parce que c'est pas le même travail. En gros, en EMDR, on travaille sur la mémoire de travail principalement, donc on a besoin d'une surcharge de cette mémoire par les stimuli. Donc il faut que je sois connecté le plus possible au réseau de souvenirs et donc aux émotions. Donc quand on travaille sur un viol, c'est pas très agréable, ni pour le patient ni pour le thérapeute. Et la psychologie énergétique permettait d'avoir l'accès au réseau de souvenirs, mais sans avoir besoin de la même intensité. Et donc, à l'époque, elle avait carrément interdit de basculer de l'un à l'autre. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui étaient superviseurs EMDR qui me disaient, je peux plus dire que je fais de la psychologie énergétique parce que sinon, je pourrais me faire virer, etc. En tout cas, je parle de ça il y a 15-20 ans. Hein. Maintenant, je sais pas si ça a évolué depuis. Voilà. Et donc, Michael Galvin, avec son livre, et John, ils avaient eu ils s'étaient fait un peu tirer l'oreille. donc, donc, voilà. Mais c'était vraiment un livre assez intéressant. Je l'ai acheté à l'époque, je l'ai lu. C'était vraiment pas mal pour comprendre les interactions entre les deux. Donc, en psychologie énergétique, il n'y a pas beaucoup de livres cliniques qui existent en réalité. Donc, c'est encore un courant très, très pauvre par rapport à ça. Il y a aussi les livres de Peta Stapleton, Dr. Peta Stapleton, donc en anglais, parce qu'elle, par contre, elle fait une démarche vraiment très, très clinique vis-à-vis de l'EFT avec beaucoup de recherches. Et donc, d'ailleurs, il y a un site sur lequel elle reprend toutes les études ou un maximum d'études avec tous les sujets qui existent, etc. Vous avez vraiment un compendium de tout ce qui existe. C'est vraiment pas mal, quoi. Ok. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut te joindre, par exemple, pour faire des séances tu fais donc Alors, tu travailles en oui. présentiel et en visio, du coup? Ah oui, alors je travaille les deux, mais je suis quasiment à 98% en distanciel parce que les gens ont capté que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, je suis reparti ne viennent plus depuis le Covid. Avant le Covid, j'avais un tiers des gens, maintenant j'ai quasiment 100%. Oh, waouh. Donc, on va simplement sur mon site. Donc, c'est www.yves, donc c'est mon nom, YVES, trait d'union, donc le trait du 6 comme on dit en France. Wauthier, W-A-U-T-H-I-E-R, W-A-U-T-H-I-E-R.com. Ouais. Et il y a un agenda en ligne. Il y a un agenda en ligne, on sait me trouver comme ça. Et si vous voulez faire du présentiel mais que vous n'êtes pas dans mon coin, bah, je vois si je peux vous référer à quelqu'un que j'ai formé ou des gens que je connais. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez toujours envoyer des petits messages. Euh, voilà, je réponds en général très très vite. Donc n'hésitez pas à me contacter, Trop bien, merci, quelle que soit la question. merci beaucoup Yves pour cette belle intro à la psychologie énergétique et Avec plaisir.
à ce que ça amène comme travail parce qu'en fait, c'est hyper profond et disons que pour moi, c'est une thérapie qui est révolutionnaire en fait, et que en gros, moi, je travaille déjà et je vois déjà les effets, tu vois? Et l'impact sans avoir ton expertise et ta compétence et donc ce qui ouvre, moi déjà en tant que clinicien, ce qui ouvre des champs en fait, un champ d'accompagnement qui est juste fou et qui sera encore plus efficace d'une certaine manière. Et voilà, donc déjà, je te remercie pour ça. Je te remercie aussi pour ton temps. Je te remercie aussi pour les infos que tu donnes parce que tu donnes beaucoup et merci beaucoup parce que ça fait une réelle diff même pour les personnes qui peuvent se sentir, qui sont à la recherche, tu vois, qui sont à la recherche d'aide et qui en fait sont limités par les pratiques, bah, désolé de le dire, mais en tout cas conventionnelles ou généralisées. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Surtout n'hésitez pas à partager le podcast et n'hésitez pas à aller sur le site de Yves. Je sais aussi qu'il fait de la formation. Il forme, il fait de la supervision. Il prend des patients à distance, en visio. Donc, si vous avez besoin de bosser avec lui sur du trauma, enfin voilà, il a une casquette, il a des casquettes de ouf. Donc, n'hésitez pas. Et puis Yves, je te dirai à une prochaine pour un podcast sur le psychotrauma en tant que tel. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Un grand merci à ton invitation, pour ton invitation. Et voilà. Et envoie-moi le lien du podcast. Ouais, 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 je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Merci beaucoup Et à tous et merci à bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.